Bonjour, j'ai invité cette semaine Jacques Lang qui a écrit sur François Mitterrand et Abdelwahad Medeb qui a écrit sur le printemps de Tunis. Jacques Lang, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous venez d'écrire un petit livre édité aux éditions du Seuil intitulé François Mitterrand, fragment d'une vie partagée. Alors on comprend pourquoi ça paraît maintenant, puisque nous approchons du 10 mai, anniversaire d'une date évidemment qui est restée mémorable, à la fois dans l'esprit des Français et plus particulièrement chez des gens comme vous, qui incarnaient encore d'une certaine façon le mitterrandisme, malgré tout. Et donc, à travers ce livre, ce sont plus des notes, des fragments, comme vous l'indiquez, qui revisitent dans un désordre complet les années de pouvoir de François Mitterrand, les années aussi de cohabitation et années auxquelles, évidemment, vous avez été associé. Et donc, voilà, ce qui me frappe au départ, c'est qu'on a un petit peu quand même l'impression que c'est quelque chose d'assez nostalgique. Vous êtes à votre tour un peu saisi par une forme de nostalgie, alors qu'on vous connaît d'ordinaire, plus, voilà, plus porté vers l'avant, plus porté vers le futur. Oui, ce n'est pas nostalgique, mais c'est nécessairement lié à l'histoire. Je n'ai pas en effet le goût rétrospectif, et c'est la première fois que j'ose écrire un peu sur François Mitterrand, mes liens avec lui, qui étaient des liens à la fois affectifs, politiques, humains. Voilà, j'ai souhaité à l'approche du 10 mai apporter une part de vérité, comme il aurait dit lui-même. Et voilà, c'est tout. C'est une série de morceaux, de fragments, qui, je l'espère, éclaireront sur toute une série de décisions qui ont été prises dans beaucoup de domaines. Alors, il y a une série de décisions qui vous concernaient, vous, ministre de la Culture, notamment toute l'aventure de la télévision. Et d'ailleurs, vous aviez eu l'intuition à l'époque, on va peut-être en reparler, et puis il y a des moments d'histoire aussi, sur lesquels on reviendra, mais vous aviez eu l'intuition finalement au départ qu'il fallait pas trop s'allier avec Berlusconi. Et le premier qui a introduit Berlusconi dans notre paysage, c'est François Mitterrand. Oui, il a introduit, je le rappelle, à l'instigation sur le conseil de Bettino Craxi, président, son mentor à l'époque, qui était le président socialiste du Conseil italien. C'est un homme assez cultivé, Craxi, mais en même temps très cynique. Et donc il avait accordé à Berlusconi, qui à l'époque n'était pas considéré comme un homme de droite, mais comme un entrepreneur, des licences pour créer des télévisions privées. Et le résultat, c'est que Berlusconi a contribué à assassiner l'un des plus grands cinémas du monde, le cinéma italien. Et sur le conseil de Craxi, François Mitterrand a introduit Berlusconi en France pour essayer de créer une chaîne privée, la première, pensant que ce pourrait être un contre-pouvoir face à une droite qui s'apprêtait à reprendre les rênes en 86. Bon, alors je me suis dressé contre cette idée, surtout les privilèges qui étaient accordés ou qu'on voulait accorder à la diffusion des films. Alors la droite, elle a fait plus simple, elle a privatisé ce qui était à l'époque la première chaîne de télévision du service public. On l'a oublié, alors que François Mitterrand, lui, essayait donc de créer des chaînes ex nihilo. C'est le seul moment, au fond, dans votre vie publique où vous avez été au seuil quand même de la rupture avec François Mitterrand, ce qui était quand même quelque chose de... Absolument, absolument. Bon, il est arrivé parfois, c'est normal, hein, nous n'étions pas des ministres bénis oui-oui, et puis chacun avait du tempérament, et François Mitterrand ne redoutait pas que les ministres affirment leurs convictions dans un dialogue avec lui, ou avec le Premier ministre. Donc, il y a eu quelquefois des frictions ou des frottements, mais là réellement j'étais au bord de la rupture en effet, parce que je considérais que c'était une forme de trahison de notre vision de la télévision et de la radio publique. Et nous étions à 3 mois des législatives, pas facile de dire je claque la porte, sous peine d'une autre forme de trahison. La solidarité, ça existe aussi, la responsabilité, ça existe aussi. Et François Mitterrand m'a envoyé une lettre dont je donne un extrait, une lettre manuscrite, qui commence par ces mots « Cessons la guerre des nerfs ». C'était typiquement mitterrandien. Calmons-nous. Bon, il m'expose son sentiment, il me dit
votre sentiment, je le respecte. L'histoire me donnera raison, mais enfin, l'histoire lui a donné tort. L'histoire lui a donné tort. Alors il y a un moment d'ailleurs que vous revisitez qui est intéressant parce que ça restitue ce qui a été au fond l'apogée du mitterrandisme et de François Mitterrand de cette période-là, c'est l'année 89, qui est sur le plan international, qui va être bouleversé quelques mois plus tard par la chute du mur, évidemment, mais pour ce qui est de la France et pour ce qui est à la fois de François Mitterrand et de ce qu'on peut considérer comme voilà l'aboutissement de tout ce qu'il avait souhaité voir ou présider à, c'est le 14 juillet 1989. C'est vrai que ça a été, pour reprendre une expression utilisée pendant la Révolution française, une année sans pareil. C'est-à-dire, bon, François Mitterrand brillamment réélu, un climat politique apaisé, une économie qui est en plein mouvement, des réformes accomplies par le gouvernement Rocard, le RMI, l'apaisement en Nouvelle-Calédonie, et le bicentenaire. Et la chose incroyable, c'est que cette célébration du bicentenaire coïncide avec la libération ou les révoltes en Chine, Pékin, Tiananmen, mais aussi Prague, mais aussi plus tard, à la fin de l'année, Berlin, etc. Et il y avait comme une sorte d'état de grâce national et international, un peu comme on peut le ressentir aujourd'hui à propos du mouvement de libération des pays arabes. Et il y a aussi, alors il y a ce grand défilé organisé par Jean-Paul Goude, qui fait beaucoup jaser, beaucoup parler, mais qui met en scène la diversité. La diversité, l'ouverture. Et donc, du coup, on se dit aujourd'hui, en regardant les choses aujourd'hui, à la fois le message sur la République et une certaine façon de voir la République, aujourd'hui a une actualité assez formidable. C'est pourquoi, pardon de le dire, mais ce livre ne raconte pas seulement des histoires ou une histoire, mais ça a beaucoup, je pense, ça comporte beaucoup d'enseignements, pour le présent et le futur. Je sais pas, nous avons célébré une France qui avait confiance en elle-même. Il n'y a aucune raison que ce pays riche, plein de talents, d'atouts, doute en permanence de lui-même. Il faut donner évidemment aux enfants la chance, à ceux qui sont sans emploi la possibilité de gagner leur vie, etc. Et 89, ça a été quand même cette année-là de pleine confiance du pays en lui-même. Sous le drapeau, je dirais, à la fois de la Marseillaise, c'était le thème du bicentenaire, mais aussi de l'universalité de la culture. Bon, alors il y a plein d'autres scènes sur lesquelles ce serait intéressant de s'attarder, notamment Solutré, parce que vous êtes vous-même assez, par les images en tout cas, et les reportages dans Paris Match et autres, associés à ce pèlerinage de Solutré, qui était une espèce de rituel par définition mitterrandien. Et vous avez aussi des passages sur ce fameux lieu qui est sur le mont Beuvray, à Bibracte, où là on voit un François Mitterrand complètement habité par ce qu'il appelle l'idée française. Et donc on a oublié cela aussi, mais c'était une façon au fond de parler de l'identité ou de faire vivre l'identité, mais de façon ouverte et j'allais dire non polémique. Oui. Là, on pourrait trouver disons, des parentés avec De Gaulle ou avec d'autres chefs d'État, le désir d'unité, de rassemblement du pays. Et pourquoi Bibracte? Moi, j'ai découvert ça grâce à lui. Bibracte, ce fut le lieu où Vercingétorix a rassemblé les ethnies ou les tribus gauloises en disant... Voilà, Et puis, ça a été ensuite le moment, le lieu, après la défaite des troupes gauloises, où César a pris ses quartiers d'hiver pour commencer à écrire la guerre des Gaules. Donc, il a souhaité que nous en fassions un haut lieu de réflexion, d'histoire, aussi de recherche archéologique. Et aujourd'hui, si on va à Bibracte, on y voit à la fois un musée sur cette civilisation très particulière, civilisation éduenne, et sur l'histoire, César, la Gaule, etc. Et il avait songé à un moment donné, vous le savez, à se faire enterrer là. Oui, je trouvais l'idée assez belle, à mi-chemin entre la Saône-et-Loire, la Cluny, et puis Jarnac. Bon, une polémique a été engagée, un peu médiocre. Ouais. Finalement, il y a renoncé. Alors, on voit bien ce qui est intéressant dans la parution de ce livre, c'est qu'il y a quelques années, c'était Lionel Jospin et le droit d'inventaire. Donc, il y avait majoritairement un regard critique, au fond, sur François Mitterrand. Et aujourd'hui, il y a eu le spectacle d'Olivier Py au Théâtre de l'Odéon. En a-t-il été sanctionné pour cela? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Non, je ne le crois pas. En tout cas, c'était un très beau spectacle autour qui faisait revivre
revivre comme cela la figure de François Mitterrand, et puis votre livre. Donc on voit bien, là, le curseur est reparti dans un sens, j'allais dire, plus positif, ce qui doit évidemment vous réjouir, ce qui est un petit peu la loi de l'histoire. Oui. Mais on sent aussi chez vous-même, comme chez des socialistes plus jeunes, l'obsession au fond de retrouver à la fois l'inspiration, le fil qui a fait que François Mitterrand a pu être élu président de la République. Oui. Alors comment voyez-vous la possibilité aujourd'hui de tenir ce fil, d'autant que vous-même, vous vous dissociez quand même des autres socialistes. La plupart des autres socialistes, sans doute pas François Hollande, ont une vision, j'allais dire, sommaire, radicale, brutale de la présidence Sarkozy. Vous-même, vous êtes plus, j'allais dire, plus à distance, ou plus favorable, ou plus équilibré. Je ne sais pas comment qualifier votre attitude. Je suis à la fois un universitaire et un citoyen engagé. L'universitaire que je suis estime qu'il doit exprimer, non pas la vérité avec un grand V, mais ce qu'il croit être la vérité. Je suis très critique à l'égard de la présidence Sarkozy, notamment l'éducation, la fiscalité et le reste, mais on doit reconnaître qu'il a, et c'est un de mes points de désaccord avec François Mitterrand, qui n'a jamais voulu changer la Constitution. Un point positif de la présidence Sarkozy, c'est d'avoir osé ouvrir pour la première fois le chantier de la rénovation des institutions. Il faut être honnête et le reconnaître, et c'est positif. Vous voyez par exemple ce qui se passe avec le contrôle de la constitutionnalité des lois. Qui est un triomphe. Qui est un triomphe. La question préalable de constitutionnalité qui était demandée par la gauche. Oui, et qui a été réalisée... Sauf que vous avez été le seul à gauche à apporter votre voix à la réforme constitutionnelle, au point qu'on a dit que cette réforme n'était passée que grâce à votre voix. En fait, il y avait deux voix, mais néanmoins la vôtre a compté. Et puis sans compter les voix que j'ai pu influencer, notamment certains radicaux de gauche, ou même de personnalités de la majorité qui étaient hésitantes. Et donc ça, vous ne regrettez rien? Ah non, je suis fier et heureux d'avoir pu contribuer avec Édouard Balladur et d'autres personnalités intellectuelles et juristes, Olivier Duhamel, Olivier Schramet, personne à faire changer, c'est encore modeste, mais à faire changer ces institutions. On a dit, vous connaissez la presse, elle n'est jamais, rarement bienveillante, dirons-nous. Il en sera récompensé. Et donc on attendait de la part de Nicolas Sarkozy une nomination vous concernant, peut-être le défenseur des droits, qui est une autre novation constitutionnelle qui verra probablement le jour dans quelques temps et qui peut être un poste, enfin un levier important, défenseur des droits. Voilà. Et pourtant, on sait aussi que ce ne sera pas vous, parce que vous êtes tellement assimilable au mitterrandisme qu'une partie de la droite vous récusera toujours de façon virulente. Vous savez, le jour où ce scrutin a été acquis en juillet, voici 4 ans, 2008. Le président de la République m'a téléphoné pour me dire je vous remercie. Bon, c'était une parole amicale et aimable. Je lui ai dit ma satisfaction, et qui ne suppose aucune autre reconnaissance, c'est d'avoir pu contribuer à faire progresser nos institutions. Et le défenseur des droits, c'est une idée pour laquelle je me bats depuis 15 ans, qui figurait d'ailleurs dans le programme, à l'époque de Jospin, du Parti Socialiste, sur les acteurs de la démocratie. Et en tout cas, je ne sais pas ce que sera le choix du président. Personnellement, je souhaite qu'il nomme une personnalité incontestable, non pas en fonction de critères politiques, mais en fonction de sa capacité à donner à l'institution l'impartialité, l'éclat, qui en fera, je crois, une institution phare de la République. À un an de la présidentielle, vous serez quoi? Vous voyez quoi dans cette campagne présidentielle? Quoi qu'il arrive aux côtés de la ou du candidat socialiste, un des grands porte-parole ou bien un peu plus sur l'Aventin? Ce qui m'intéresse, de toute façon, aujourd'hui comme hier, c'est de pouvoir faire avancer les sujets auxquels je crois. Alors, avec l'un ou avec l'autre. Pour l'instant, je l'ai dit, je pense que Dominique Strauss-Kahn est celui qui peut réunir le maximum de responsables socialistes et puis qui a une carrure internationale. Et les idées de fond, pour moi, les plus importantes, c'est donner naissance à une véritable révolution territoriale, en finir avec cette inégalité inacceptable des territoires,
région riche, région pauvre, quartier riche, quartier pauvre, département riche, département pauvre. Ça suppose vraiment un très profond changement. Il faut doubler la loi d'égalité des collectivités locales, la loi de liberté, pardon, des collectivités imaginée par Defferre et Mauroy, par une loi d'égalité territoriale. Deuxième chantier, deuxième révolution, la révolution du savoir. Et enfin, troisième chantier, la révolution démocratique. Ce qui a été entrepris sous cette présidence pour rénover les institutions doit être prolongé. Et en particulier, il faut absolument qu'en France, enfin, la séparation des pouvoirs voulue par Montesquieu se réalise totalement, de la base au sommet, dans les institutions publiques comme dans les institutions privées. Alors, ma fonction, elle est de contribuer à faire avancer ces convictions et ces idées. Voilà, en attendant, on peut se promener avec vous dans la période, dans les années Mitterrand. À la fois, les événements sont revisités, ce sont des petites notes, des notations très personnelles, mais aussi le personnage, la personne de François Mitterrand, sa façon d'être, certains de ses grands discours aussi. Donc, je renvoie à tout cela aux éditions du Seuil. François Mitterrand, fragment de vie partagée. Merci, Jack Lang. Merci à vous. Abdelwahab Medeb, bonjour. Merci d'être là. Vous enseignez la littérature à l'université Paris X Nanterre. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment sur l'islam et sur la modernisation de l'islam. Et là, vous venez d'écrire pour Albin Michel Le printemps de Tunis, que vous avez sous-titré La métamorphose de l'histoire. Alors, c'est l'occasion pour nous de faire avec vous le point sur ce qu'est cette métamorphose, nous rappeler ce qu'a été ce printemps de Tunis, qui a quand même une particularité extravagante. C'est le petit peuple tunisien, la petite, entre guillemets, révolution tunisienne, a explosé en Égypte, en Libye, maintenant en Syrie, au Yémen. Alors, qu'est-ce qui fait que à partir de ce petit pays, de cette révolte, on a l'impression que d'un vent de liberté parcourt l'ensemble du monde arabe, comme un vent de liberté avait parcouru l'Europe dans les années 1848 et autres. Il me semble que ça illustre une des notions sur lesquelles je travaille depuis très longtemps, sur lesquelles dans les mondes francophones on travaille. Je pense notamment au regretté Édouard Glissant à partir de la Martinique, le décentrement. Vous savez, lorsque on vient du Maghreb ou de Martinique ou du Machrek ou d'Afrique et qu'on écrit en français, quand je suis arrivé en France à la fin des années 60, il y avait cette situation où le centre était la métropole et des périphéries tout autour. J'ai souvenir de quelque chose qui m'avait profondément choqué, par exemple, cette histoire de la littérature française dans la Pléiade, où on traite vraiment tout ce qui était de l'ordre de la francophonie comme venant des marges. Et moi, j'avais la certitude, venant certes des marges, j'étais un centre. Et ben voilà, toute marge est un centre, toute périphérie est un centre. Et cette petite Tunisie qui est un centre, qui est une périphérie, en effet, a été un centre pour cet événement. Plus encore, c'est extraordinaire, puisque c'est la périphérie de la périphérie qui s'est exprimée. Parce que cette vision toujours de la dualité périphérie-centre est interne à la Tunisie. Les Tunisois, les gens de Tunis, les gens du littoral, s'estiment être le centre, et pour eux, les steppes, c'est la périphérie. Donc, de Sidi Bouzid, c'est un décentrement dans le décentrement. C'est proprement extraordinaire. Oui, parce que cette révolte est partie donc du fait que ce jeune se soit immolé par le feu, donc à la périphérie de la périphérie. De la périphérie, voilà. Et c'est devenu le foyer d'un gigantesque événement qui a métamorphosé l'histoire, puisque la structure même du pouvoir, rien ne sera comme avant, même si on ne sait pas ce qui va advenir, il y aura probablement des reflux, des flux, hein, mais disons un processus historique s'est mis en branle. La structure même du pouvoir, au sens plus que politique, anthropologique, a été entamée. Ça, c'est spectaculaire. C'est une première qu'un peuple véritablement se lève et se dresse pour porter atteinte à la structure du pouvoir. Alors, on comprend bien ce qui, en Tunisie, a pu porter les gens vers la démocratie et puis vers le refus, parce qu'on oublie aussi qu'il y a les deux dimensions dans ces révoltes. Il y a l'aspiration à la liberté et puis il y a la dénonciation de ce qui a été appelé la kleptocratie, c'est-à-dire des prébendes, de la captation au fond de la richesse par tous les moyens, par un pouvoir. Mais on comprend bien parce que la société tunisienne, on la savait, éduquée, les femmes tunisiennes émancipées et le niveau de vie tunisien, je veux dire, assez élevé par rapport à d'autres. Donc on comprend bien tout ce qui a pu faire qu'à un moment, cette population se dise, voilà, on prend notre destin en main. Mais on comprend moins bien
la propagation de à des sociétés qui sont par nature différentes, comme la société libyenne ou la société égyptienne. Alors justement, ce qui est arrivé en Tunisie semble être la réparation d'une anomalie. Nous-mêmes, entre nous, oui, Tunisiens, on se posait tout le temps la question, mais comment se fait-il? Le pays est très avancé, pourquoi nous sommes... Ce qui est très intéressant, nous reprenons les analyses faites par Courbage et Todd dans leur livre « Le rendez-vous des civilisations » où ils ont travaillé il y a quelques années sur l'espace arabe, et ils étaient très surpris, parce qu'ils avaient un modèle presque mécaniste, oui, les taux d'alphabétisation, oui, et de natalité en Tunisie, natalité donc impliquant, oui, justement l'affranchissement des femmes, et partout ailleurs dans le monde, mais d'une manière mécanique, on avait un processus démocratique. Et ils étaient très surpris de la situation en Tunisie. Alors ils ont trouvé un autre élément anthropologique, oui, majeur qui me paraît passionnant, qui modérait peut-être ce processus, c'est que le taux d'endogamie était très fort. Et vous savez, le taux d'endogamie structure fortement la famille au sens, oui, très large, oui, donc crée une communauté à l'intérieur de la communauté qui oui, engendre une sorte de viabilité au sein des demeures, ce qui fait que l'allée vers l'agora pouvait être tempérée. Mais il n'empêche, voilà, quelque chose qui a été réparé. Maintenant, quand on a vu cet événement, quand la liberté s'est faite personne vivante, qui est un signe de modernisation et de l'ère... Là, je m'amuse un peu, oui, parce que c'est ce que dit Tocqueville, vous savez, à propos il a dit, j'ai rencontré Tocqueville en Amérique, l'égalité comme personne vivante, ce qui est le signe de la modernité et de l'ère démocratique. Moi, j'ai dit que j'ai rencontré la liberté comme personne vivante en Tunisie. Et ça, c'est vraiment nouveau. Alors, ce qui est impressionnant, c'est vrai ce que vous dites, c'est que chaque pays est un cas. Et c'est là où on voit que dire le monde arabe, quelque part, c'est, oui, juste, mais en même temps, c'est absurde. Parce que c'est vraiment... La Tunisie a une tradition de l'État qui est très forte, le Maroc a une tradition de l'État qui est très forte, oui, l'Égypte a une tradition de l'État qui est très forte. Partout ailleurs, on va vers d'autres questions, d'autres problèmes. Mais ce qu'il y avait en partage, c'est cet instinct de la liberté. La liberté comme quelque chose qui appartient au droit naturel. En Tunisie, elle va être soutenue par la suite, parce qu'elle est faite sans les intellectuels. En dehors de nous, cet événement, les intellectuels ont pris le relais à un moment, mais ils sont venus pour donner de la matière, pour donner de la substance, pour donner de la longue durée. L'histoire du réformisme, l'histoire du processus de modernisation, pour qui concerne l'islam et le monde arabe, la Tunisie a été immensément participante dès le 19e siècle, dès l'époque chez les Ottomans de ce qu'on a appelé les Tanzimat, c'est-à-dire ce souci de réforme, cette volonté de modernisation. Et la Tunisie a produit deux personnalités très fortes au XIXe siècle qui ont été participantes de ces événements, particulièrement le Premier ministre Kheireddine, qui va d'ailleurs par la suite, quand la Tunisie va être colonisée, quand il y aura le protectorat, il va se réfugier à Istanbul, il va devenir Premier ministre du sultan ottoman, de tout l'Empire, et il a écrit un livre majeur sur de la nécessité, d'ailleurs directement écrit en français et en arabe, donc la présence déjà de la francophilie et de la francophonie était déjà présente dès avant l'époque coloniale en Tunisie, de la nécessité de la réforme des États musulmans. Donc vous voyez, toute cette profondeur est apportée. Ce qui est pathétique, et moi c'est ce qui m'émeut le plus, que je vois venir du Yémen ou de la Libye, où on sent cet instinct de la liberté, mais sans la substance. Je dirais après quel boulot énorme il y aurait à faire au cas où on passerait vers autre chose. Mais comment passer vers autre chose? Ça c'est une très grande question. Alors qu'en Tunisie, on a la matière intellectuelle, on a la substance conceptuelle. D'ailleurs, le débat actuel est absolument passionnant et il est général. C'est toute une société qui se met en ébullition pour se penser, pour penser son avenir en tenant compte de l'expérience des nations. Et elle a les moyens de tenir compte de l'expérience des nations. Le chantier constitutionnel va être passionnant en Tunisie. Vous êtes plutôt confiant sur le... Parce qu'on sait que les processus révolutionnaires, par définition, c'est... Voilà, ça peut suivre des voies chaotiques ou au contraire s'organiser. C'est vrai. Ce qui m'a impressionné, j'ai dit qu'on a affaire à une comment dire, à une révolution policée et courtoise. C'est vrai que c'est très étonnant cet aspect-là. D'ailleurs, j'ai croisé Bernard Guetta à Tunis en pleine effervescence vers le 18-19 janvier, et il m'a dit on peut dire que c'est une révolution polie. Donc il y a cet aspect, la tendance vers la terreur, elle est là, hein, la terreur, c'est-à-dire qui suit le processus révolutionnaire. Mais je crois qu'elle sera jugulée en Tunisie. Il y a la question, la donne islamiste, évidemment. Là aussi, les islamistes me désarment, comment vous dire. Ils disent oui à tout. Ils disent oui à tout ce que nous proposons, la parité, la démocratie. Donc, à voir. J'ai l'impression qu'il y a là quelque chose qui peut
vraiment une nouvelle structure démocratique pourrait peut-être advenir en Tunisie. Juste une parenthèse, Bernard Guetta, c'est notre confrère qu'on peut écouter chaque matin d'ailleurs sur France Inter. Les femmes, ce sera le point clé pour savoir si la révolution prend une bonne direction ou non. Vous avez vu qu'il y a eu cette chose extraordinaire qui n'existe pour ainsi dire nulle part au monde. Je crois que seulement en Finlande et en Suède, la décision de la parité entre les sexes. C'est majeur. Les Tunisiens ont opté, ça a été paraphé par le gouvernement provisoire, la proposition faite par l'Assemblée de 175 membres qui reflète, disons, à la fois la société civile, le monde associatif, les ONG, les militants des droits de l'homme et les grandes tendances politiques, islamistes compris. Pour la loi électorale, elle avait proposé donc la parité, l'option pour la proportionnelle. Et alors, très important, cette parité, c'est-à-dire insistant sur le fait, et on trouvait le procédé plutôt technique pour que la parité soit non seulement dans la candidature, mais dans l'éligibilité, puisqu'il va y avoir une alternance sur les listes. C'est-à-dire une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. Donc les femmes seront en position d'éligibilité. Et ça me paraît extraordinaire. C'est-à-dire qu'on risque de parvenir vers une chambre qui aurait soit 51, soit 49%, 48% de femmes, un peu le taux de la Suède. Vous savez qu'en France, 41% de femmes candidates pour arriver à peine un peu plus de 20%. Absolument. Et encore, selon les chambres, il faut distinguer selon les chambres. Moi, je parle là de l'Assemblée nationale. Je ne connais pas la proportion pour la vénérable maison qui nous accueille. Juste un mot pour terminer. Comment vous vivez ces polémiques à partir du sort de 20 000 Tunisiens qui ont fui vers Lampedusa, puis qui sont remontés par la France avec cette espèce d'affrontement franco-italien qui s'est produit et puis les expulsions, et puis voilà, tout. Enfin, comment vivez-vous tout cela? Les Tunisiens sont profondément choqués. Que ce soit ceux qui sont sur la place ou ceux qui sont dans l'expérience. Nombre de jeunes que j'ai entendu dire on pensait être accueillis, la France que nous aimons tant, la France nous avons pensé avoir été mimétiques dans notre opération. Alors on dit, en effet, ils ont gagné la liberté, comment se fait-il qu'ils partent? Mais non, une des raisons justement de cette liberté, cette jeunesse qui avait fait cette révolution, c'est qu'elle veut aussi circuler de par le monde. Bon là, les raisons sont avant tout économiques, mais se pose la question de la circulation, la question des visas, la question, je veux dire, de cette hiérarchie entre les nationalités, de cette hiérarchie entre le Sud et le Nord. Je crois que nous avons à penser ensemble toute cette question, parce que toutes ces questions-là, particulièrement la question de l'immigration, entre Nord et Sud, sans hiérarchie, sans problématique de dominant et de dominé, c'est une question qui est posée au monde et nous avons c'est un des chantiers que nous avons à traiter ensemble et non pas dans la polémique, me semble-t-il. En tout cas, ce qui est fascinant, c'est que tout ça est induit par cette révolution tunisienne, encore une fois, dont les effets ne sont pas achevés, puisque en Libye ça continue, en Syrie on voit ce qui se passe avec cette répression épouvantable, au Yémen, ainsi de suite. Merci en tout cas Abdelwahab Medeb. Ça s'appelle Le Printemps de Tunis, la métamorphose de l'histoire, et ça permet donc de comprendre la nature profonde de ce mouvement tunisien et le pourquoi de cette propagation de cette révolution tunisienne. C'est édité chez Albin Michel. Merci donc. Et pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos d'Abdelwahab Medeb et de Jack Lang, rendez-vous naturellement à tout moment sur publicsena.fr.